L'écriture fantastique met en évidence l'oscillation permanente entre le surnaturel et le réel. L'incertitude est renforcée par la narration. Le fantastique, c'est à la fois l'hésitation et la prise de conscience que le surnaturel est bien réel. Le registre fantastique consiste à brouiller les frontières entre explication rationnelle et interprétation surnaturelle des faits. Il présente des événements insolites qui transgressent les lois du monde naturel et de la logique ordinaire. Bonjour. L'auteur contemporain que j'évoque aujourd'hui, géographe de formation, lecteur par passion et auteur de nombreuses nouvelles dont Je suis un zombie en 2023 que j'ai eu l'occasion de vous raconter en mai 2024. Aldo Rossmann nous propose un vaste panel sur l'insolite et comme il le précise, je cite, « Écrit-on pour repousser le monde ou pour se l'approprier ? Les personnages que l'on trouvera dans mes récits sont des gens bizarres, inquiets, souvent perdants et qui se perdent parfois, un peu comme l'auteur peut-être. » Je vous propose de découvrir l'une des nouvelles d'Aldo Rossmann, intitulée « L'homme qui n'existait pas », publiée en 2022 sur Atramenta, service de publication d'œuvres écrites, en ligne, en e-book, en livre audio et papier, sous licence Creative Commons. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Qui êtes-vous ? Demanda l'assistant vocal du téléphone. Soudain, il ne sut que répondre. Autour de lui, des gens passaient, se hâtant vers leur travail ou leurs occupations. Les bruits de la circulation remplissaient l'espace entre les façades de pierre et de verre. Le soleil baignait le moindre bout de trottoir d'une lumière resplendissante. Les choses et les êtres semblaient se tenir fermement et plus sûrement que s'il avait lui-même tout orchestré. Le balai savant des autos, un flux ininterrompu de piétons contournant les obstacles, le décor familier des immeubles plantés à l'air libre. D'où venait alors ce sentiment d'irréalité qui venait de l'effleurer ? Il observa encore autour de lui ce mouvement perpétuel, quelque peu enivrant, mais d'elle, il n'y avait plus trace. Elle s'était comme évaporée dans l'effervescence de la ville. Le téléphone restait muet. Il lui parut clair alors qu'il revenait d'un monde ignoré où rien n'existe vraiment. Une sorte d'au-delà, un endroit impossible à situer d'où nul n'appelait jamais. Qu'y a-t-il de l'autre côté du téléphone ? Mais personne ne pouvait le dire avec certitude. 5 semaines plus tôt, Théotime Levalec n'éprouvait pas le besoin de se poser des questions sur sa consistance et celle de son environnement. Sa vie n'avait certes rien de brillant. Des mois qu'il avait terminé ses études et galérait afin de trouver un emploi. Il pouvait avoir parfois l'impression d'un épuisement précoce. Le sentiment d'être bien de ce monde ne l'avait pas encore abandonné. Le sens du réel s'accrochait encore à lui, pour ainsi dire, lorsque, descendant l'avenue de la République, en sortant des locaux de son ancienne association étudiante, un courrier en poche, une perspective inespérée en vue, il sentit la vibration du téléphone
indiquant un nouveau message. Cynthia lui annonçait sans autre forme de procès qu'elle le quittait. Elle avait emporté ses affaires. Il ne se verrait plus. Il essaya d'appeler. À l'angle de la rue Bonnier et du boulevard des Argentiers, juste sous le feu vert donnant le signal du passage des piétons, obstinément immobile, on put l'entendre parler à son appareil en prononçant plusieurs fois le même prénom. « Cynthia, qu'est-ce que ça signifie? Je veux des explications, tu ne peux pas me quitter comme ça. Cynthia, réponds-moi, tu m'appelles, Cynthia. » Il est probable que le cours de sa vie, la perception qu'il pouvait avoir de son corps et de son esprit, connurent à partir de là une dissolution accélérée. Il ne comprenait pas bien ce qu'elle pouvait lui reprocher, d'être trop falot sans doute, médiocre et sans volonté, somme toute insignifiant. Il n'avait pas eu de dispute. Il l'aimait toujours. Assis au milieu de son appartement désert, il se souvint du courrier qu'on lui avait remis au local de l'association. Son conseiller était absent, lui avait-on expliqué, mais quelque chose était arrivé pour lui. Pourquoi lui? S'était-il demandé en découvrant une offre qui pouvait paraître intéressante à première vue. Maintenant qu'il relisait le courrier avec attention, cela lui parut moins évident. Le papier en tête, duquel son nom figurait en toutes lettres, cherchait un data analyst chargé de contrôler la qualité de la donnée sans autre précision. Les compétences exigées allaient de la rigueur et l'organisation à la maîtrise de l'anglais. Aucun diplôme précis n'était mentionné, heureusement, car il ne se savait pas d'aptitude particulière dans le domaine informatique. Le salaire proposé était peu gratifiant. Le reste était encore plus flou. Pas de nom d'entreprise, ni d'adresse. Juste un numéro de téléphone. Qu'avait-il à perdre? Il appela sur le champ. Une voix engageante lui donna rendez-vous le surlendemain dans une ville éloignée. Il fit ses valises, décidé à tenter l'expérience. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 711 La zone de fret de l'aéroport abritait une multitude de hangars plus ou moins étendus. Il fallait chercher longtemps parmi les voies repérées par des lettres dans le va-et-vient des camions avant de trouver la porte ouvrant sur un bureau d'accueil, derrière lequel se tenait une femme qui lui indiqua le chemin sans même le regarder. Théo Levalec suivit un long couloir couvert d'une moquette fatiguée menant à la salle d'entretien et attendit. Une petite caméra le fixait depuis son point d'ancrage à l'angle du plafond. Tout était enregistré. Au bout d'un moment, un homme entra et se présenta comme son superviseur. Ses 120 kilos s'affalèrent sur une chaise en face de lui. Il serait son seul interlocuteur, expliqua-t-il, puis se mit en devoir de le rassurer sur les avantages dont il pouvait bénéficier en tant que petite main travaillant pour la firme. Théo jeta un coup d'œil sur le contrat. Les horaires, le lieu de travail, tout était bien spécifié. Il aurait pour tâche d'effectuer les transcriptions de conversations reçues en vrac avec les données téléphoniques, décomposer des phrases, des mots, afin de perfectionner le compagnon dématérialisé que chacun d'entre nous tient au fond de sa poche. Petite oreille plutôt que petite main. Au bas de la page, une clause particulière mentionnait une série de conditions draconiennes faisant du contrat un véritable serment. L'opérateur s'engageait à ne rien divulguer de son activité,
que ce soit à l'extérieur ou entre collègues. Ses amis, sa famille, devaient rester dans une ignorance totale de celle-ci, sur sa forme comme son contenu, de près comme de loin. Aucune trace écrite ou enregistrée ne pouvait être conservée de la masse de données traitées quotidiennement. La ligne commençait par ces mots. Clause de renoncement. À quoi devait-il renoncer? Ce n'est qu'un pli à prendre, précisa le superviseur. Une barrière étanche s'élèvera bien vite d'elle-même entre les deux versants de votre vie. Du moins, c'est souhaitable. Théo leva les yeux en direction de l'homme dont le regard s'était perdu dans le vague. La face énorme du chef de bureau, mangée par une barbe fournie, semblait vouloir prendre toute la place. Il y eut un blanc. Bien qu'il se sentît un peu seul face à une tâche dont il ne savait presque rien, il n'eut guère le loisir de réfléchir. Une salve de questions visant à éclaircir son passé, ses rapports avec la justice ou d'éventuels engagements politiques ou syndicaux l'obligèrent à se concentrer sur des raisons qui l'avaient conduit jusque-là. Il dut convenir que rien ne s'opposait à la perspective de devenir un opérateur de confiance pour la firme. Une foule de questions se pressaient néanmoins dans son esprit. « Vous aurez une première période de formation », fit le superviseur, en poussant un stylo en direction du postulant. « Pour tout problème rencontré, vous n'avez à rendre compte qu'à moi, à M.I. »« M.I. » ?»« Oui, M.I. C'est le système que nous avons la charge d'alimenter constamment en données vérifiées. Mais vous pouvez m'appeler Ben. » Une énorme main s'avança par-dessus la table. Théo le Valec la saisit. C'était pratiquement une affaire entendue. Quelques détails le tourmentaient encore, cependant. Malgré son poids, Ben marchait rapidement, et ils eurent au fait de franchir la distance qui séparait la première pièce, celle où s'était déroulé l'entretien, de la salle des écoutes. Le futur commis traducteur venait de passer avec succès son premier test, la retranscription sur un simple papier d'un enregistrement audio niveau collège. Entre deux arrêts pour reprendre son souffle, le superviseur continuait à délivrer des recommandations ou à répondre aux questions qu'on ne lui avait pas encore posées. Ne cherchez pas à en savoir plus que ce qui vous est nécessaire. L'entreprise TechNet n'est qu'un sous-traitant de la firme. Cela vous suffit. MI est une entité non humaine dont le rôle est d'aider les personnes à accomplir des actions avec aisance, efficacité et plaisir. Dites-vous seulement ça. Ces paroles ressemblaient tantôt à un extrait de livret militaire, tantôt à une publicité pour un nouveau service de conciergerie à la mode. Toujours à votre écoute. Son rôle à lui, rien qu'humain, serait d'assister l'assistant afin qu'il comprenne mieux le monde des humains. Devenir le compagnon d'MI, en quelque sorte, passer de l'autre côté. Mais à quoi devrait-il renoncer pour cela? Les explications de son guide ne l'avaient pas totalement rassuré. Dans la salle des écoutes, une douzaine d'opérateurs et d'opératrices levèrent la tête, le temps d'entendre le message du superviseur et d'apercevoir le nouveau venu. Ils esquissèrent un signe et se replongèrent dans leurs tâches invisibles, le casque sur les oreilles, les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur. Ils ne pouvaient lâcher le flux des conversations se succédant sans trêve devant eux, phrases orphelines, bribes de vie venant d'ailleurs, dont il fallait extraire le sens comme une sève, afin de nourrir la machine virtuelle. La salle était un banal open space,
baignée d'une lumière artificielle, en partie souterrain. Les ouvertures situées en hauteur ne permettaient pas de distinguer l'extérieur. Impossible de se laisser distraire par le passage d'un oiseau ou d'un nuage, la course d'un camion, le changement des saisons. Rien ne filtrait jusque-là, sauf l'écho d'un monde devenu hors de portée. Théo ressentit un malaise. Sans doute étaient-ils tous là faute de mieux comme lui. Il voulut poser une question au superviseur qui l'entraîna vers son bureau donnant directement sur la grande salle. « Que craignez-vous de perdre ?» fit ce dernier d'un ton cynique. « Le bonheur que tout le monde vous envie. Pourquoi alors se présenter pour un simple travail ? Mais je veux juste savoir à quoi je m'engage. Demandez-vous plutôt ce que votre engagement peut vous apporter. Votre investissement vous sera rendu au centuple si vous vous montrez digne de confiance. Une carrière brillante vous attend. Il désigna d'un geste sa personne imposante. Mais vous bénéficierez encore d'un accès privilégié à de nombreux programmes. Travailler chez TechNet va changer votre vie. Elle va connaître un nouveau départ et s'augmenter d'une dimension nouvelle que vous ne soupçonnez même pas. Le visage de Ben vint presque se coller contre le sien, afin de pénétrer le plus profondément possible le sens de ses paroles. Votre existence étroite vous pèse, je le vois bien. Vous êtes fatigué de cette vie sans couleur, au point de vous détester, vous-même en premier. Ce que je vous propose est autre chose. En échange de votre application, de votre sens moral, de votre conscience, en bref, tout ce qu'Am-I ne possède pas et que vous allez l'aider à acquérir, vous percevrez non seulement un salaire, mais vous aurez encore un accès illimité aux différents programmes de la firme, notamment le programme Alta Vita. Un univers quasi infini est à votre portée. Il se redressa, avant de continuer sur un ton plus détaché. Je vous accorde que le travail d'écoute n'est pas toujours passionnant. Beaucoup de conversations sont ennuyeuses. Les transcriptions exigent attention et méticulosité. Vous êtes parfois exposé à des propos violents, dérangeants. C'est le côté ingrat de ce travail. En revanche, en dehors de la tâche qui vous est confiée, songez aux contreparties. Grâce à un jumeau numérique généré automatiquement et piloté par vos souhaits, une chance unique vous est offerte. Toutes les expériences seront désormais possibles. C'est une autre vie qui se présente à vous, Théotime. Réfléchissez. Il me faut votre réponse sans tarder. Théo resta un instant silencieux. Le lien entre les données collectées d'une part et l'avatar généré automatiquement d'autre part était évident, même si les choses étaient séparées. Ils savaient déjà tout de lui. Aucun secret ne leur échappait. Ils pouvaient presque entendre le superviseur lui dire « Votre vie n'a plus grand-chose à vous apporter. De toute façon, vous pouvez la mettre au service des autres ou de la firme. » C'était la même chose. Cela lui parut monstrueux et fabuleux à la fois, tout comme l'idée qu'il pût avoir lui-même accès aux secrets de tout un chacun et se libérer de sa condition inachevée. Quelles que soient ses réticences, il devait reconnaître la justesse du diagnostic sur son échec personnel. N'était-il pas enchaîné à ses illusions et sa vie déjà au point mort? La tentation était grande. Il jeta un nouveau coup d'œil en direction de la salle des écoutes où régnait un calme apparent. Le contrat attendait toujours sur la table devant lui. « C'est d'accord, » dit-il enfin. « J'accepte. Signez là. »
Dès qu'il eut paraphé le contrat, sa semaine de formation achevée, Théo Levalec eut l'impression d'être jeté dans une dimension inconnue défiant toute loi et toute logique. Dans ce monde privé de sens commun, la mort pouvait surgir à tout moment au détour d'une phrase reçue par le hasard du découpage séquentiel, tout comme l'expression d'une fantaisie soudaine. Bien qu'averti, il n'était pas préparé à subir le choc d'une telle vague déferlant sur sa raison mal arrimée. Par divers canaux, en premier lieu le téléphone, un flux incohérent, composé de milliards de données, charriait jusqu'à lui toutes les scories des interactions entre les êtres semblables à lui. Usant ses forces à longueur de journée à reproduire ce que ces millions d'individus déblatéraient, croyant ne transmettre leur angoisse ou leur lâcheté qu'à eux-mêmes, ou éventuellement à des interlocuteurs de confiance, il avait la sensation de plus en plus nette de décrocher de sa propre existence. À mesure qu'il recevait les témoignages de milliers de vies tournant autour de leurs raisons futiles ou graves, la sienne s'effaçait. Il ne se souvenait plus de grand-chose concernant son ancienne vie. De son antre souterrain, il travaillait à devenir un simple instrument au service d'une intelligence artificielle conçue au service des humains d'après la description qu'en faisaient les publicités. Il finissait par se confondre avec la machine dont il était le servant, ce monstrueux cerveau dénué de conscience qu'il fallait éduquer pas à pas comme un enfant qui apprend à marcher. En échange de son renoncement à révéler l'envers du seul monde possible, et pour prime de sa besogne, il reçut un droit de tirage illimité sur un monde impossible, peuplé d'êtres fictifs, dans lequel tout se règle en crypto-monnaie. 3 semaines après son embauche, il était devenu un agent de TechNet comme un autre. Chaque jour, descendant les degrés conduisant au centre nerveux du réseau, comme on pénètre un obscur séjour, il oubliait tout ce qui pouvait se jouer en haut. Là, dans les entrailles du système, occupé à sa tâche, exécutant parmi les autres, il accomplissait sa mission. Un lien invisible l'attachait néanmoins à ces personnes dont il connaissait l'intimité, ainsi qu'à Amy, dont il était maintenant le fidèle auxiliaire. Mais qui était Amy? Et son MI était-il le même que celui de ces millions de gens s'en remettant aveuglément à leurs précieux partenaires virtuels dans une époque complexe et solitaire? Personne ne pouvait le dire avec certitude. Il arrivait parfois qu'un opérateur craque. Trop de pression. L'épreuve du feu sans protection, tel un fantassin, en prise directe avec le dégoût et le vice. L'impréparation faisait des dégâts. Il vit sa voisine, une blonde, dont les yeux transparents laissaient voir l'âme nue, s'effondrer au bout de 2 jours. Les hésitants, les résistants, les apathiques, les tirs au flanc étaient immédiatement convoqués dans le bureau du superviseur. On les repérait de loin. La sanction tombait assez vite. Un avertissement d'abord, puis le renvoi, la dissolution du double. Sous l'œil exercé de Ben, la terreur régnait dans la salle des écoutes. Malgré ça, l'effectif des écouteurs ne cessait d'augmenter avec les besoins en pleine croissance. Le 4e lundi suivant son arrivée, Théo vint prendre possession de son poste à 15h30, suivant les indications du tableau de roulement. Il constata que sa voisine était déjà remplacée par un homme d'une 30aine d'années, au teint mat et à la tenue soignée. Malgré son ancienneté, il connaissait peu ses collègues. Leurs horaires ne coïncidaient pas. Il adressa un salut discret au nouveau venu avant de déverrouiller son ordinateur. Ben
l'observait de son bureau juste en face. L'interface s'ouvrit à l'heure exacte. « Bonjour, AMI, opérateur TL 3014, prêt pour la transcription. » Un torrent de propos décousus, de phrases hors contexte, sons étranges, découpés en courtes séquences référencées, se déversa d'un coup sur lui, comme si l'on venait d'ouvrir une vanne ou une fenêtre par où le vent s'engouffrait en rafale. Q235, 609, 309, 500 balles. De toute façon, elle a pris sa décision. Ce qui est fait est fait. AP 487, 609, 376. J'espère que tu y étais, Flo. C'était drôle. Z.219, 609, 396. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il vive ce qu'il a à vivre. PK 301, 609, 452. Merde. FG 788, 609, 684. AMI, dis-moi. S 609, 735. Putain d'appareil. DE 067, 609, 755. J'aime ton cul, Solange. Viens près de moi. Viens, je te dis. Montre-moi ton cul. 812, 609, 808. AMI, explique. Asthénie. W 099, 609, 841. Diagnostic, dysfonction transitoire, VG, apicale, rien à faire. Itération classée par type d'appareil. Pays, langue, date, tâches récurrentes, épeler le mot, consigner les noms de famille ou noms propres, les termes spéciaux. Données en vrac, par paquet, ne pas perdre le fil. 1000 transcriptions par jour au moins. Théo avait fini par prendre le rythme et les discussions s'enchaînaient sur son écran. Le meilleur moyen d'accomplir ce travail fastidieux était de s'oublier, se fondre dans le courant et n'accorder qu'une attention superficielle aux propos échangés, loin d'un sens ignoré. Éviter de se noyer avant tout. Impossible, pourtant, dans certains cas, de ne pas devenir auditeur indiscret. Cela ressemblait parfois à un âge enfantin de la machine. Que 235 6 1 1 462 AMI. Que dois-je me mettre aujourd'hui? J'adore tes escarpins. Ça ne va pas avec mon jean, mais c'est parfait avec la robe et tes dessous rouges. Quel toupet! Qui es-tu pour te permettre de parler ainsi? Mais je suis ton humble assistant personnel. Quel esprit! Merci, AMI, je t'adore. D'accord pour les escarpins. Que ferais-tu sans moi? Quelque chose se passait indéniablement de l'autre côté. Sous le casque, le grand défilé des révélations intimes pouvait se transformer en théâtre de l'amour et de la haine. Un enfant demandait à AMI de lui chanter une berceuse, puis, d'une voix candide, « Tu m'aimeras toujours, dis ?» Au détour d'une conversation, une femme comprenait la raison du mépris de sa mère. Elle n'aurait pas dû naître. Des insultes fusaient dans le brouhaha de la rue. Un homme confiait qu'il avait envie de tuer sa maîtresse dont il n'était plus amoureux et attendait d'AMI qui lui en donnât le courage. Parfois, il n'y avait qu'un silence, habité de soupirs et de froissements laissant deviner une longue étreinte. Et puis, sans prévenir, c'était l'irruption d'une violence inouïe, la voix d'un homme bloqué dans une cave alors que retentissent des détonations, la détresse palpable, l'intuition de la faim. Ici, le sergent Santoria. L'ennemi est tout près. Je les vois. Je suis cerné. Voici ma position. 48 degrés nord, 38 degrés est.
Je vous en prie, sortez-moi de là au plus vite. Venez à mon secours, je vous en supplie. Mes frères, faites... Une déflagration, puis plus rien. Théo arracha les écouteurs. Il était blême. Ben fonça sur lui, reprit le contrôle du tableau de bord, lui enjoignit de faire une pause. Il lui proposa plus tard un soutien psychologique. Il lui fallait des opérateurs compétents, solides et toujours disponibles. En regagnant son studio situé dans le campus attenant aux locaux de TechNet, ce soir-là, Théo sentit qu'il ne serait pas aussi simple de dresser une barrière étanche entre les deux versants de ses journées, comme le lui avait conseillé le superviseur lors de leur premier entretien. L'un des versants prenait nettement le pas sur l'autre, débordait de son cadre et gagnait lentement sur le reste en étendant son empire. Après les épreuves du jour, le besoin d'un répit devenait pressant la nuit venue. Il fallait s'oublier encore, mais par d'autres moyens, s'échapper au plus loin des tourments endurés pour le compte des M.I. Seul un puissant stupéfiant pouvait produire un tel effet capable de neutraliser l'impact délétère de l'activité diurne. L'univers d'Alta Vita lui devint bientôt aussi nécessaire que celui dans lequel il se mouvait péniblement du matin au soir pour satisfaire à ses obligations. Après une douche et une pomme en guise de repas, il se connecta sur le compte personnel qui lui avait été octroyé par contrat. Depuis plusieurs sessions, il se glissait sans peine dans la peau de son double. C'était aussi simple que d'enfiler un vêtement taillé sur mesure pour sortir en ville. Le double avait en outre l'avantage d'ignorer l'échec et la frustration. Rien de dévalorisant ne pouvait s'attacher à son apparence splendide. C'est ainsi que Théo le percevait, très semblable à lui par le physique, mais sans aucune des sourdes inquiétudes qui le rongeaient. Théo, l'avatar, vivait pour de bon, même si son univers pouvait sembler creux. Cela ressemblait parfois à un rêve aux architectures étranges. Ainsi, de cette ville où il s'était retrouvé la veille à déambuler dans les rues tracées au cordeau. Il avait mentalement et instinctivement dirigé le système vers un endroit précis où le guidaient des souvenirs anciens. L'avenue Bretin, bordée de constructions basses, avait gardé le même aspect que dans sa mémoire d'adolescent. Il remonta la grande artère alors que le jour tombait, ne s'étonnant même pas de se retrouver bientôt entouré d'un groupe de jeunes riant et parlant fort. La présence d'une villa de bord de mer au milieu de ce quartier d'une affreuse banalité ne le troubla pas particulièrement, sans doute une lubie du développeur, pensa-t-il alors. Visiblement, la compagnie à laquelle il s'était mêlé savait où elle se dirigeait. Il devait y avoir un lieu convivial dans les environs. Il décida de suivre. À sa surprise, c'était bien dans la maison en question que se tenaient les rendez-vous festifs. Celui-ci jurait non seulement par sa hauteur de 3 étages, mais encore par la coquetterie d'une façade à pignons aux fermes apparentes et aux volets verts. On accédait à l'entrée par un perron surélevé, puis, une fois à l'intérieur, il fallait encore gravir un escalier étroit et raide avant d'accéder au dernier étage, où l'on débouchait enfin dans ce qui pouvait ressembler à une taverne très fréquentée. L'endroit était chaleureux, et l'on pouvait y faire des rencontres insolites. Et il trouva l'idée amusante, d'autant qu'une vague intention présidait à cette redécouverte d'un territoire en friche. On appelait ça Memex, pour exploration de la mémoire. Mais pour ce type d'aventure, aucune qualité sportive, aucune hardiesse n'était requise,
Il suffisait d'un compte actif. La veille, donc, par un hasard pouvant paraître extraordinaire, il retrouva dans cette taverne incertaine son meilleur ami d'enfance. Ce cher Gaël. Il l'avait cru mort, mais était incapable de s'expliquer pourquoi. Il savait aussi que la machine virtuelle était capable de générer un avatar complet, même en l'absence de personne physique, et un doute effleura son esprit. Oubliant tout cela, il se jeta dans ses bras. Il n'aurait pas cru une telle soirée possible. Cette nuit-là, ils eurent à nouveau 17 ans, et quelles que soient les stupidités qu'ils échangèrent autour de leur verre, le miel de leur retrouvaille en fit une fois de plus des frères, comme s'ils s'étaient quittés la veille. Oui, vraiment, il ne serait pas simple de vivre sans Alta Vita. Après ces effusions, il se dit que la répétition des mêmes expériences risquait d'entraîner une déception. D'autres régions appelaient ses désirs. Cela laissait craindre un effet d'accoutumance, tel un psychotrope, une tendance à augmenter la dose quotidienne d'évasion à mesure de l'insatisfaction croissante ressentie sur le versant ordinaire. Il s'en rendait compte, mais rien ne pouvait l'arrêter, comme s'il dégringolait sur une pente poussé par une force mystérieuse venue de sa propre psyché. Hésitant entre différents programmes ce soir-là, il opta finalement pour Générev, révolution générale qui le laissait perplexe. Évoluant bientôt dans un paysage de marge très similaire au district aéroportuaire où il s'était volontairement exilé, il approcha d'un vaste hangar où tournait une noria de machines. Cela l'inquiéta un peu d'abord. À l'intérieur, un homme en tenue d'ouvrier, à l'allure familière, vint lui confier qu'il avait tenté de quitter son travail autrefois, mais qu'il s'était résigné à rester. Théo ne put s'empêcher de voir en ces propos une ruse calculée pour l'influencer. La sensation de malaise céda cependant rapidement la place à la surprise. Un autre individu, venu du dehors, brandit un drapeau coloré, et sur ce signal, une effervescence subite se leva dans l'usine. De tous les ateliers, des hommes et des femmes accoururent et se rejoignirent en un vaste cortège qui s'ébranla dans la rue centrale en direction du château où siégeait l'administrateur. La manifestation avait des allures de fête. Les employés exhibaient des tenues et des coiffures extravagantes et chantaient tout en se pressant autour de l'austère bâtisse carrée. Spontanément, la foule s'engagea à l'intérieur du bâtiment, jusque dans les bureaux d'un cadre qui, voyant les issues se fermer, signa plusieurs notes en se plaignant qu'il était pris en otage. « Ce sont vos enfants qui feront les frais de tout ça, vous verrez, » disait-il, en regardant autour de lui d'un air curieux. Cela fit rire tout autour. La multitude se dispersa alors pour se donner rendez-vous sur la place de la ville. Le rassemblement promettait d'être immense. Poussé sans doute par le caractère inhabituel de la situation, Théo avait engagé la conversation avec une jeune femme qui l'accompagna durant tout le trajet. Elle avait un visage doux, aux yeux noirs. Ses lèvres fines formaient un curieux rictus lorsqu'elle souriait. Il fut saisi par un étrange sentiment d'euphorie, comme le caractère singulier d'un moment qui ne se reproduirait plus. Autour d'eux, dans les rues gonflées d'une affluence spontanée et joyeuse, des gens agitaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des sentences étonnantes. Repasser tout l'insurmontable de la vie avant la noyade. Rien ne sert d'être vivant tant qu'on travaille. Il lui sembla alors que rien de ce qu'il vivait n'aurait raison de lui, et l'idée lui venait tout à coup qu'il pourrait faire un discours. Il eut la sensation prodigieuse de tenir le monde dans le creux de sa main.
Se séparer de son jumeau, même numérique, après chaque fugue, était un déchirement. En face d'une réalité désincarnée, Alta Vita déployait la puissance des mythes. Il était désormais possible d'échapper aux limites sociales ou biologiques imposées à tous, éprouver la réversibilité du temps, essayer l'immortalité. Comment résister à ce vertige? Il eut peur de ne pas trouver la force de vivre sans l'appui des rêves artificiels, au risque de la surdose. Dans le même temps, il se surprenait de plus en plus souvent à écouter les conversations qu'il devait transcrire durant la journée. Cela dépassait ses obligations et risquait de l'exposer à plus de folie qu'il n'en pouvait humainement supporter. Mais une curiosité malsaine l'entraînait malgré lui sur cette voie. Au point où il en était, pouvait-il aller plus loin dans la connaissance des rouages cachés de la grande confrérie à laquelle il appartenait toujours? De ses gouffres aussi? Il devenait ainsi sujet de sa propre expérience. Ben lui fit des remarques sur sa productivité, suspectant une déviance. Il suivait son activité à distance. Les journées dans la salle des écoutes étaient parsemées de phrases sibyllines, de questions sans réponse, d'appels manqués. Entre les bribes d'histoires perdues recueillies à la volée et les aveux impudiques auxquels il ne pouvait se soustraire, la parade avait des allures d'exhibition plus ou moins ragoûtantes. Seul le sens profond faisait toujours défaut. TR 609 456 009. Dis, Amy, quand on meurt, c'est pour toute la vie? VG 23 478 543. Dis, Amy, est-ce que tu me gâches? À rien, sauf ce que vous n'oseriez pas entendre. Je ne suis pas comme vous. À force de complicité, il lui semblait connaître Amy mieux que quiconque. Mieux que ces gens dont il épiait les moindres mots, mais dont le bavardage ne trahissait qu'un extrême dénuement et révélait l'absence de pensée. Cela le troubla et le préoccupa. Y avait-il un début de pensée chez Amy, ou bien n'était-ce qu'un reflet de sa propre pensée? Devenait-il plus qu'un servant, un composant de la machine? À côté des fragments de conversation, il y avait les bruits. Tout arrivait ensemble, indistinct, comme un magma, et cela accentuait l'impression qu'il avait d'assister au spectacle sonore de la vie terrestre. Les jours passant, il avait la sensation de se fragmenter à son tour. Il sortait de sa journée de travail comme on s'extrait avec peine d'un mauvais rêve, inversant la fonction dévolue aux deux versants d'une existence ayant déjà perdu tout repère et toute consistance. La 4e semaine, et il fit la connaissance d'une voisine qui habitait au même étage que lui dans le bloc C du campus. Elle n'avait pas tout à fait les mêmes horaires, mais ils se croisaient souvent à la salle des écoutes. Elle occupait le rang du fond. Lucille était une fille gentille, timide, avec laquelle il ne risquait rien à entreprendre une conversation en tête-à-tête et peut-être une relation plus poussée. Il lui fit quelques avances qu'elle refusa, mais il la trouva sur sa route alors qu'il explorait un nouvel univers parallèle. Là, dans le décor improbable d'un hôtel suspendu à flanc de montagne, ils firent l'amour au fond d'une piscine éclairée de spots bleutés creusés dans la roche. Il s'imaginait qu'il pouvait être observé par tous les altranautes connectés au même moment. Il voulait sortir, mais elle avait pris l'apparence d'une Néréide et l'enlaçait à l'étouffer. Il s'extirpa de la scène
en ôtant brusquement le casque de réalité virtuelle et se précipita chez sa voisine. Lorsqu'elle vint ouvrir, elle avait le visage hagard d'un vampire repu exposé à la lumière. Il comprit que la dissociation était à son maximum chez elle. Sa personne, nulle part. Son esprit, morcelé en entités multiples et étrangères les unes aux autres. Il hésita à la toucher en entrant. Aucune vision ne transfigurait plus le regard avec lequel ils se retrouvèrent en face l'un de l'autre, embarrassés. Sur le canapé usé de Lucille, il comprit ce qu'il advenait de lui. Il sentait la colère l'envahir pendant qu'elle essayait de se rassembler en frémissant. Il avait envie de la secouer, mais se contenta de lui prendre la main en essayant de la convaincre qu'il était possible de revenir à la vraie vie. Il faut tout effacer, reprendre ce qu'Amy nous a volé, nos secrets, nos peines, nos émotions, les questions que nous avons posées, tous les menus détails que nous lui avons livrés sans méfiance. Amy s'est nourrie de nous, tu comprends? Je n'ai rien à cacher. Ma vie est insignifiante. Elle l'était déjà avant. Il explosa. Mais c'est justement ce qu'il lui faut. L'insignifiance est son aliment principal. Tout ce qui n'est pas intéressant l'intéresse. Les traces que tu laisses, comme une signature, un lapsus, un acte manqué, une routine, un travers, cela en dit plus que toi pour ton ADN. Cela suffit pour engendrer ton double. Peut-être, mais moi aussi j'ai signé. Théotime Levalec regagna son studio, en proie à une terrible angoisse. Il se mit à tourner en rond comme un animal pris au piège. Les jours suivants, le superviseur le surveilla de plus en plus étroitement. Sa productivité était tombée au plus bas. Quelque chose devait se produire nécessairement. C'est là qu'il reçut l'évidence en pleine figure, comme un coup de massue, accompagné d'une question lancinante. Qui était-il au fond? Le casque sur les oreilles, les yeux fixés sur le trait rouge balayant la courbe sinusoïdale, Théo suivait l'enregistrement machinalement lorsqu'il s'avisa de prêter attention à ce qu'il entendait. C'était devenu comme une gymnastique chez lui, un simple pas de côté pour sortir du rang ou bien y revenir à son gré. Insoupçonnable, sauf la légère baisse d'efficacité que cela entraînait. Il perçut d'abord des bruits de pas entrecoupés de bouts de conversation peu distincts, l'ordinaire en somme. Puis, une couche supplémentaire s'ajouta à ces premiers sons, à la manière d'une symphonie introduisant son motif. Il entendait maintenant la circulation automobile en arrière-plan. La discussion reprit, plus proche et plus nette à la fois. Il pouvait compter le nombre d'interlocuteurs présents, 2 femmes et un homme en l'occurrence. Il était question d'invitation et de famille, rien que de très banal. Pour une raison qu'il ignorait, le système lui distribuait une série, c'est-à-dire une suite d'enregistrements provenant de la même source. La réverbération précise des sons lui permettait d'apprécier la distance entre les personnes engagées dans la discussion, ainsi que les dimensions de l'espace où ils se tenaient. Il s'agissait probablement d'une grande place. C'est alors qu'il eut un flash. Non seulement il entendait la scène, mais il put la voir aussi nettement que s'il y était présent. La population sortant des immeubles affluait de toutes parts, gagnant les bouches de métro ou les passages piétons afin de se rendre dans les autres parties de la ville. Il régnait une intense circulation sur les boulevards à cette heure. La journée déclinait. Un tourbillon de sensations l'enveloppa, comme s'il parvenait au jour après un long enfermement, jusqu'à percevoir les détails les plus infimes,
les reflets de la lumière sur les toits, le froissement des feuilles sèches piétinées au sol. Il chercha un instant autour de lui, appuyé contre un poteau. Les 3 personnes dont il avait suivi la conversation sur la fin se séparèrent à cet endroit-là, au niveau du passage piéton. Son attention se fixa particulièrement sur une des 2 femmes. Il ne parvint toutefois pas à deviner son visage. Ce fut un choc. La vision n'avait duré que quelques secondes, mais une étrange sensation de manque s'imposa aussitôt à lui avec une force inconnue. Cette scène, dont il était le témoin, avait toutes les apparences d'une scène vécue, sauf qu'il n'y était pas. Il perçut immédiatement les effets de la dissociation et de son poste au cœur de la salle des écoutes, sut que ce monde dit réel n'était plus le sien. Une fois de plus, Ben était sur lui en un quart de seconde, et le ceinturait pendant qu'il se débarrassait du casque, prêt à bondir hors du royaume des ombres de sa position embusquée. « Bon sang, mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne peux pas partir comme ça. Tu n'as rien transcrit de l'enregistrement. »« Je ne peux pas. » Il eut droit au soutien psychologique et à 3 jours de repos. Le superviseur aurait pu le licencier après 2 avertissements. Pour lui, cela signifiait la fin. Comment aurait-il pu se retrouver dans un monde dont il avait perdu les clés? Il avait trop conscience, en effet, de ses carences les plus sévères, à commencer par une identité solide, une mémoire intacte et surtout le désir manifesté par une personne visible de le voir revenir là-bas. La clause de renoncement avait pris tout son sens. Il avait abandonné ce qu'il y a de plus précieux. Sa seule chance était un appel venu d'ailleurs. Abordant au rivage de l'oubli, il lui fallait poursuivre et franchir tous les fleuves de son enfer. Il se remit dans la ronde des jours sans fin jusqu'à la nausée. Plus il s'enfonçait dans les labyrinthes des âmes entendues au gré des écoutes, plus il y avait de chances de se perdre lui-même pour toujours. Au fil des enregistrements, il traduisait le premier mot sorti de la bouche d'un bébé et confessait un agonisant. Il assistait à des meurtres, recopiait de fausses annonces, accueillait souvent une respiration silencieuse et muette. Parfois, c'était une parole étonnamment juste dans son délire, comme cette femme atteinte de démence ordonnant à Amy de cesser de l'épier à chacun de ses gestes. L'attente tenait une grande place dans ces intervalles de temps si brefs. L'attente des mots espérés, ceux de l'amitié, du pardon, ou, redoutés, ceux du rejet. Le verdict du cœur ou du sort. Il pouvait observer des descentes inexorables, le consentement de victimes à leur propre martyre. L'instant d'après, des rires s'en mêlaient. C'était un autre lieu. La traversée d'une fête foraine et ses éclats de fanfare. Tout sens moral, toute émotion déplacée n'avait plus droit de citer dans son esprit absent. Fidèle à son serment, il se contentait de transcrire les outrages, les déclarations d'amour maladroites, les signes d'affaissement, les pleurs et les cris, les appels au secours, sans rien pouvoir faire. De ce mélange inconvenant, il ne restait qu'un tintamarre dans lequel il se voyait enseveli définitivement. Étrangement, la scène revenait régulièrement à l'occasion de nouveaux enregistrements. Fallait-il y voir un message venu du dehors, capable de se jouer des filtres automatiques, ou bien était-ce encore une ruse de la machine? Il revoyait cette place. Autour de lui, des gens passaient toujours, se hâtant vers un but connu d'eux seuls. Les échanges continuaient, mais le visage lui échappait toujours, jusqu'à ce qu'il capte une conversation plus précise. AP 486, 407, 623. Tu m'as laissé croire
qu'on se reverrait. Ce n'est pas ce que je voulais. Maintenant, tu dois m'oublier. J'ai autre chose, tu comprends? Je comprends que tu veux m'embrouiller. Tu avais l'air de trouver ça bien quand on a baisé. Qu'est-ce qui a changé depuis? Ce n'est pas à cause de toi. J'ai d'autres soucis, c'est tout. Je veux passer à autre chose. Moi non, je veux te revoir. Ta peau et ton odeur me manquent. Tu ne veux pas sentir ma langue dans ta bouche et entre tes cuisses. Dis, tu préfères quoi? Tu n'as pas aimé? Je ne suis pas amoureuse. Laisse tomber. Je passerai ce soir. SW 77 407 624. Qu'est-ce qu'il y a, Cynthia? Ça ne va pas? Encore ce type qui ne me lâche pas. Je vais faire un tour. Ok. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Cynthia. Le nom résonna dans sa tête. Il vit le visage distinctement, la place que contournaient les autos. Elle marchait près de son collègue avant qu'ils ne se séparent et suivent chacun leur chemin. Pour une fois, il comprit qu'il devait agir pour son salut à elle comme à lui. Pour la retrouver, peut-être. Il n'y avait pas d'alternative. Pas question de se rater. Il attendit la pause et se faufila hors du bâtiment. La voiture n'avait pas démarré depuis 5 semaines. 5 semaines. Et maintenant, il était à nouveau sur la place et attendait son passage. Il n'osait le croire. Autour de lui, des gens passaient, se hâtant vers leur travail ou leurs occupations. Les bruits de la circulation remplissaient l'espace entre les façades de pierre et de verre. Le soleil baignait le moindre bout de trottoir d'une lumière resplendissante. Les choses et les êtres semblaient se tenir fermement et plus sûrement que s'il avait lui-même tout orchestré. Le balai savant des autos, un flux ininterrompu de piétons contournant les obstacles, le décor familier des immeubles plantés à l'air libre. Tout était plus vrai que vrai. En haut d'un grand bâtiment, on pouvait voir se dresser le logo de la firme triomphant. Il la vit approcher, sortant d'un magasin. Son cœur battait à tout rompre. Il voulut lui faire signe, mais elle sortit son téléphone en marchant et se mit à parler à un inconnu, celui qui cherchait à l'abuser, sans nul doute, car ses paroles étaient sans équivoque. « Laisse tomber, je te l'ai déjà dit. De toute façon, je ne suis pas chez moi. » Elle mit fin à la discussion et leva les yeux. Théo sentit le regard familier passer sur lui en balayant l'espace ouvert. Il voulut parler, mais de sa bouche ne sortit qu'un inaudible « Cynthia, Cynthia » qu'elle n'entendit pas dans le bruit ambiant. Il devait en avoir le cœur net. Aussi prit-il son téléphone pour composer le numéro toujours présent dans son répertoire. « Cynthia, c'est moi, Théo, » insista-t-il. Là, à 2 pas devant lui, il la vit mettre son appareil à l'oreille, se retourner une seconde avant de continuer son chemin. Un sentiment d'irréalité s'insinua en lui. Était-il vraiment aussi transparent que l'air? Une voix sortit du téléphone. « Qui êtes-vous » Soudain, il ne sut que répondre. Qui était-il vraiment? Il examina le mouvement perpétuel des passants, des voitures, et d'elle. Il n'y avait plus trace. Elle s'était comme évaporée dans la ville. Le téléphone restait muet. Il comprit alors qu'il était définitivement d'un autre monde, une sorte d'au-delà, un endroit impossible à situer d'où nul n'appelait ni ne revenait jamais. Il savait pourtant que quelqu'un avait entendu sa requête quelque part
et qu'il retrouverait peut-être des gens connus dans un univers qui n'existe pas. Si Ben voulait bien l'accepter à son poste. Qu'y a-t-il de l'autre côté du téléphone? Personne ne pouvait le dire avec certitude. L'homme qui n'existait pas, une nouvelle d'Aldo Rossman, publiée en 2022 sur Atramenta, service de publication d'œuvres écrites, en ligne, en e-book, en livre audio et papier, sous licence Creative Commons et avec l'accord de l'auteur. Merci pour votre écoute et à bientôt si les aléas de l'intelligence artificielle, ses promesses et ses périls ne m'auront pas dévoré d'ici là.